Merci à tous ceux du coup qui ont fait l'effort de venir à notre rencontre via ce webinaire. Avant de démarrer, du coup, c'est un webinaire sur le multifacteur authentification, l'authentification multifacteur, notamment la solution proposée par WatchGuard, hein, qui est notre partenaire chez Ideline. Si vous avez besoin d'interagir avec nous, donc il y a un chat en haut à droite de votre nouvelle interface GoToMeeting. Il y a un système aussi avec une sorte de point d'interrogation qui permet de poser des questions. Et puis en bas à gauche, vous avez une petite main qui vous permet de réagir, qui permet de manifester le fait que vous voulez vous exprimer. Voilà, il faut que ça soit vivant, n'hésitez pas à utiliser ces boutons. Je suis accompagné aujourd'hui du coup de Alexandre Arnaud, qui est, alors, je vais peut-être te laisser te présenter, un sales engineer France chez WatchGuard. Et puis Ouais, je te laisse merci. la main, je la reprendrai vers la fin du webinaire. Ça marche, ok. Du coup, moi, je suis ingénieur avant-vente chez WatchGuard, effectivement, donc on va parler un petit peu de MFA aujourd'hui et je vous ferai une démo de la solution qu'on propose. Donc voilà. Et par contre, juste, je ne suis toujours pas présentateur. Alors, je vais te passer Voilà. effectivement un Pour présentateur. Tu après fais bien de... la partie slide, etc. Hop. Est-ce que maintenant, du coup, tu as la possibilité de partager ton Alors, écran? ouais, j'ai une possibilité de partager mon écran. Hop là, attends, je On vais est juste victime aujourd'hui de la toute nouvelle interface GoToMeeting, hein. Ouais, c'est clair. Donc, faudra nous excuser si jamais il y a des petits loupés au niveau des partages d'écran et tout, mais ça devrait bien se passer. Alors, screen 1, il considère que c'est celui-là. Ok, je vais Parfait, on lancer voit ça. ton écran du coup. Vous devez me voir. Hop, donc vous voyez bien, Ouais. ça marche. Je fais juste un Donc là, ouais, test. on voit ton PowerPoint. Ok, et si je bascule comme ça, vous voyez mes VM. Et là, on voit tes VM. Ok, nickel. Hop, que je vais redémarrer tout à l'heure. Alors, ça marche. Euh, du coup, j'y vais direct. Allez, feu. C'est parti. Alors, donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on va parler de MFA, donc d'authentification multifacteur. Alors, le MFA, généralement, ça sert, alors généralement, le MFA, ça sert à protéger en fait l'identité des utilisateurs. D'accord. Je vais commencer avec une petite question. Est-ce que vous connaissez ces organismes-là? Alors, je pose une question, vous n'êtes pas obligé de répondre parce que vous n'êtes pas en face de moi, mais interrogez-vous dessus. En tout cas, sauf si vous voulez réagir par le chat que je n'ai pas sous les yeux. Mais en fait, donc, toutes ces sociétés ou ces organismes ont un point commun qui est assez malheureux, que je ne souhaite à personne. Mais en fait, ils se sont tous fait attaquer par un groupe de hackers qui s'appelle Lapsus, qui a pas mal fait parler de lui l'année dernière, on va dire fin 2021 et jusqu'à à peu près mars 2022. Et la particularité de ce groupe de hackers vient du fait que pour pirater en fait leurs victimes, en fait, ils utilisaient de l'usurpation d'identité. En fait, principe très simple, ils avaient un channel sur Telegram, enfin un outil qui permet de chatter, etc. Généralement, ils avaient pas mal d'abonnés qui étaient sur ce channel. Et ce qu'ils faisaient, en gros, ils postaient un message et puis demandaient, tiens, est-ce que quelqu'un a un accès, donc un couple login mot de passe pour accéder à, je sais pas, Rockstar, Samsung, etc. Et en échange de votre identité, du coup, je vais vous donner un Bitcoin. Donc facile, c'est assez attrayant, on va dire. Et donc il y a des gens effectivement qui donnaient leur login mot de passe à ces personnes-là, ce qui leur permettait derrière d'accéder au système d'information de leurs victimes et à partir de là, forcément, de pouvoir rentrer sur le système d'information et accéder après à un ensemble de ressources. Euh, Comme je disais, ils étaient actifs jusqu'à mars 2022. Au final, ils se sont fait arrêter en Angleterre, je crois. Et ce qui se passe, et ce qui est assez rigolo, alors comme souvent dans les groupes de hackers, bon, je mets rigolo entre guillemets, mais c'est que c'est au final un groupe d'adolescents qui était à l'origine de ce groupe de hackers. Et du coup, parmi ceux qui ont été arrêtés en Angleterre, il y en a 7 du coup qui étaient des mineurs. Donc comme quoi, il faut pas forcément être alors, il faut avoir des connaissances forcément en informatique pour faire du hack, mais on va dire que les principes de base du hacking, là comme je vous dis, hein, l'idée c'est usurpation d'identité, rentrer sur un système d'information et puis après commencer à faire la phase de découverte. Alors je dis pas que c'est à la portée de tout le monde, mais ça se fait aujourd'hui très simplement.
D'où l'importance de sécuriser justement l'identité de vos utilisateurs. Alors, les sociétés que je montrais tout à l'heure, ça peut vous paraître un peu lointain, c'est des grands groupes dans l'IT et autres, sociétés américaines essentiellement. Mais plus proche de nous, en septembre 2022, j'imagine que tout le monde se rappelle de l'attaque du centre hospitalier sud-francilien de Corbeil-Essonnes. Ça a fait pas mal de bruit. En fait, ce qui s'est passé, comme d'habitude, j'ai envie de dire, on voit sur le morceau de l'article qui est là, euh, une attaque qui commence le week-end, d'accord, avec un chiffrement de données, demande de rançon derrière par le groupe de hackers. Euh, Ce qui se passe surtout dans cette situation-là, c'est que il y a une diffusion des données pour essayer de mettre un petit peu la pression sur le centre hospitalier afin qu'il paye la rançon, d'accord. Et au final, ça a paralysé l'hôpital, d'accord. Il y a des patients qui ont dû être réorientés vers différents autres hôpitaux, etc. Mais ce qui est alors intéressant, pas encore une fois, hein, je le mets entre guillemets, mais sur cette attaque-là, c'est que un groupe hacker qui s'appelle Logbit, d'accord, qui a réalisé cette attaque. Et encore une fois, pour commencer à pénétrer sur le système d'information des hôpitaux de Corbeil-Essonnes, en fait, ce serait, d'accord, parce qu'il y a eu un retour d'expérience qui a été fait par l'hôpital sur justement les différentes étapes qu'ils ont dû mettre en place pour remédier à l'attaque, par où est-ce que c'est rentré, etc. Et donc il s'avère que les hackers seraient rentrés encore une fois en volant un couple login mot de passe d'un prestataire de l'hôpital, d'accord, et donc accès VPN et derrière accès à toutes les ressources de l'hôpital pour mener à bien leur attaque. Euh, Ici, on trouve pas mal de documents sur le retour d'expérience justement lié à cette attaque-là. Ce qu'on voit, donc c'est 5 grandes phases en gros qu'il y a eu pour mener à bien cette attaque. Ce qui est intéressant et ce qui est malheureux, c'est qu'encore une fois, le point de départ, hein, c'est une intrusion dans le système d'information et que cette intrusion a été faite, comme je viens de le dire, par le vol d'identifiants d'un prestataire de l'hôpital. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a énormément d'attaques qui passent par ce type de schéma, d'accord. Donc il est très important de sécuriser justement, alors les mots de passe entre autres, hein, mais pour aller plus loin et par extension l'identité des utilisateurs. Euh, Comme je vous le disais, alors là les chiffres que je montre, c'est volontairement des chiffres qui datent d'il y a un petit moment. Hein. Ici on voit que c'est issu d'un rapport pardon, de Verizon qui date de 2020. En fait, c'est juste pour vous montrer et pour que vous preniez bien conscience que ces problématiques-là de gestion de l'identité, en fait, existent depuis déjà un moment. Et que donc aujourd'hui, il est vraiment temps de s'en soucier et de mettre en place des moyens pour sécuriser tout ça. Du coup, dans le rapport de Verizon, typiquement, qui est paru en 2020, ils disent que le, vol d'identifiant lorsqu'il y a une attaque dans un système d'information, d'accord, une exploitation de failles dans des devices ou quoi, c'était en 2020 en tout cas l'objectif numéro un des hackers, ok, récupérer des couples login mot de passe. Dans 80% des brèches qui sont en tout cas dévoilées ou dont on parle, euh, les attaquants ont réussi à rentrer dans le système d'information, d'accord, en exploitant des mots de passe volés. Donc ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Ou alors des mots de passe trop faibles. Donc la politique de gestion de mots de passe aussi est très importante à mettre en place. Donc mots de passe avec des chaînes de caractères assez compliquées et assez longues. On a aussi que en 2018, Mimikatz, donc il y a un outil qui permet de récupérer des logins de mots de passe justement sur les systèmes d'information, était le premier malware qui était exploité par les hackers justement pour encore une fois récupérer ces informations d'identification. On estime à 1 million donc ça c'était en 2019, hein, de mots de passe volés chaque semaine. Dès que vous voyez paraître des failles sur, je sais pas, des services cloud ou des choses comme ça, les 3 quarts du temps, encore une fois, ce qui va intéresser les hackers, c'est alors la donnée qu'ils vont en récupérer, mais surtout la partie login mot de passe. Sur ce rapport de Google, 65% des internautes, malheureusement, toujours aujourd'hui, utilisent le même mot de passe pour leur compte perso en ligne et souvent par extension pour leur compte d'accès à des outils professionnels. Donc ça, pour y remédier, hein, la seule solution qu'on va avoir, c'est la sensibilisation des utilisateurs, qui est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère, mais qui est très important aujourd'hui. Et enfin, aujourd'hui, le coût moyen d'une fuite
de données est estimé à 141 $ par entrée, donc pour ce que vont pouvoir revendre ensuite les hackers sur Internet. D'accord? Donc, tout ça, encore une fois, il y a des chiffres qui datent d'il y a quelques années, mais c'est volontairement hein, pour montrer que ça date pas d'hier que les hackers s'intéressent à ces informations-là. Et que malheureusement aujourd'hui, il y a encore, moi je le dis en tant qu'éditeur de cybersécurité, hein, mais il y a trop de sociétés qui ne sont pas équipées d'outils qui permettent de sécuriser, d'accord, l'identité de leurs utilisateurs, ou alors même de proposer des gestionnaires de mots de passe ou des choses comme ça. Ici, et par rapport à ce que la slide précédente, euh, merci à Christophe pour le tableau au passage, ça permet de montrer dans quelle mesure, en fait, il est important d'avoir une politique de gestion de mots de passe qui va être cohérente et robuste par rapport à l'époque à laquelle on vit aujourd'hui. Encore il y a quelques années, un mot de passe avec, on disait, allez, 6 caractères, des majuscules, des symboles, etc. Ça mettait plusieurs années à être hacké. Aujourd'hui, avec les puissances de calcul qu'on a, dont disposent les hackers, on voit que des mots de passe avec 6 caractères, quel que soit le type de symbole qu'on va mettre dedans, c'est craqué de manière immédiate. Okay. Donc on conseille d'aller plus vers on va dire du 12, 13, 14 caractères pour commencer à avoir des choses donc en ayant tout type de caractères, donc majuscules, minuscules, caractères spéciaux, nombres, etc. D'accord, pour avoir des mots de passe qui vont prendre plus de temps à être hackés. Donc ces données sont valables aujourd'hui. Forcément, plus les puissances de calcul vont augmenter et plus les hackers pourront déchiffrer, craquer rapidement un mot de passe, même s'il est plus long. D'accord. En parallèle de ça, hack de mots de passe aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'il y a quelques années ce qui s'était passé sur France Télévisions, en fait, une interview d'un journaliste de TV5 Monde, et derrière lui, en fait, il y avait des petits post-it, et sur ces petits post-it, il y avait malheureusement, pareil, un couple login mot de passe qui traînait, ce qui a permis à des hackers de rentrer dans le système d'information de TV5 Monde, qui avait mis à mal, du coup, toute la chaîne de diffusion des chaînes du groupe. Donc, il y a plusieurs moyens pour les hackers hein, d'exploiter les mots de passe. Comme je vous disais, ça va être l'exploitation lorsqu'il y a des informations qui fuitent suite à une attaque, d'accord, dans les bases de données, on va avoir les couples de login mot de passe. Il va y avoir ce type de maladresse, on va dire, des utilisateurs. Le FOTIT, on connaît tous. Mais il y a aussi l'exploitation de failles dans des outils de sécurité. Alors, je suis WatchGuard, je pointe pas, enfin, l'image qui est là, c'est pas pour pointer du doigt Fortinet, hein, mais c'est juste pour dire qu'en fait, à partir du moment où un équipement ou une structure a une certaine importance, d'accord. Typiquement là, c'était en 2021, c'était des appliances Fortinet qui s'étaient faites hacker, qui donnaient des accès VPN justement, et de ce hack, de l'exploitation d'une faille dans ces devices-là, il y a 87 000 couples login mot de passe qui avaient été récupérés par les hackers. D'accord. Et derrière, par extension, hein, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais. Donc il y a 87 000 couples login mot de passe dans la nature qui servaient à des accès VPN. Donc pour les hackers, c'est du pain béni, hein, parce que généralement derrière, malheureusement, un accès VPN n'est pas correctement sécurisé. C'est-à-dire qu'un utilisateur il ne doit pas, hein, mais souvent c'est le cas, va avoir accès à toutes les ressources du système d'information quand il se connecte en VPN. Donc c'est pas bien, il faut vraiment segmenter les usages. Mais donc il faut faire attention à ça. D'accord. Donc pour sécuriser tout ça, et d'ailleurs le Gartner, pour terminer sur ces exemples, disait dans un rapport qui est paru en mai 2020 déjà que au cours de l'année 2021, d'accord, on sait ce qui s'est passé, un Covid, etc., confinement, donc il y a eu la mise en place d'accès VPN pour que les utilisateurs et que l'activité des entreprises puisse continuer. Cette mise en place d'accès VPN s'est faite assez rapidement, pas forcément correctement, s'il fallait répondre à une urgence. Sans MFA en plus, et du coup le Gartner prédisait en fait que des entreprises qui n'étaient pas sécurisées avec des solutions de MFA seraient potentiellement soumises à 5 fois plus de risques sur des incidents d'usurpation d'identité pour accéder au système d'information. D'accord. Et derrière, il y a quelques années, on va dire depuis 2 ans aussi, les assurances cyber ont dans leurs critères d'attribution et
comment dire, de mise en place des cotisations ensuite, certains checkbox, d'accord, donc ils vérifient est-ce que vous avez du MFA, est-ce que vous avez un firewall correctement configuré, est-ce que votre Active Directory est en bonne santé, etc. Et en gros, si vous répondez non à certaines questions, la cotisation va monter. Donc, le MFA, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, donc aussi bien pour des aspects de sécu, d'accord, mais derrière aussi, si vous souscrivez à une assurance cyber, ça peut être intéressant. Donc, la solution qu'on propose chez WatchGuard s'appelle Hotpoint, d'accord, qui est une solution de gestion d'identité, d'identification multifacteur, d'accord. Alors, ça se présente de la manière suivante. En fait, déjà, avant de commencer, sur l'authentification multifacteur. Pour faire l'authentification multifacteur, d'accord, ça va être l'utilisation pour accéder à une ressource d'au moins 2 moyens d'authentification. D'accord? Donc il va y avoir quelque chose qu'on connaît, ça va être un mot de passe, un code PIN, le login de l'utilisateur également. Mais en plus, on va rajouter donc des facteurs supplémentaires, donc quelque chose que l'on possède. Alors ça peut être chez WatchGuard, on propose une application que je vous montrerai tout à l'heure qui permet de recevoir des notifications push et de générer des codes PIN pour accéder à certaines ressources. Donc ça peut être le téléphone, ou alors ça peut être un token physique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être à une certaine époque, ça se faisait beaucoup plus les espèces de petits Tamagotchi avec des one-time passwords sur lesquels qui pouvaient être générés en appuyant sur un bouton. D'accord. Donc ça c'est l'élément qu'on possède. Et en plus de ça, on va rajouter un critère d'identification supplémentaire qui va être ce que vous êtes. Donc ça va être reconnaissance faciale, d'accord, sur certains téléphones, reconnaissance, lecture de l'empreinte digitale, pour accéder justement à la possibilité d'approuver ou non la demande d'authentification à une ressource. Je vous montre tout ça après sur la démo. Derrière, donc avec Hotpoint, les facteurs d'authentification qu'on va utiliser vont être le mot de passe, l'approbation de la demande d'authentification par l'utilisateur, c'est-à-dire que lorsque l'utilisateur va vouloir accéder à une ressource, il va recevoir une notification push sur son téléphone, lui disant en gros tel utilisateur veut accéder à telle ressource, et derrière, si c'est bien vous qui êtes à l'origine de la demande, est-ce que vous acceptez ou est-ce que vous rejetez cette demande, d'accord? En plus de ça, dans la notion de validation de l'accès à une ressource, on va prendre en compte l'ADN du téléphone. C'est-à-dire que lorsque le jeton est activé, donc le jeton du MFA est activé sur le téléphone de l'utilisateur, d'accord, il y a toutes les caractéristiques propres au téléphone qui sont également enregistrées dans l'outil. C'est-à-dire que même si on clone le téléphone, on ne pourra pas rejouer ou recevoir des notifications push, d'accord. Et derrière, enfin, en quatrième critère qui va être pris en compte, ça va être l'empreinte digitale, donc, ou alors la reconnaissance faciale, ou le fait, en tout cas, de déverrouiller le téléphone pour pouvoir aller valider la demande d'authentification. Donc, ça peut être également un code PIN. Et c'est l'ensemble de ces critères-là qui vont permettre justement de faire de l'authentification multifacteur, parce qu'en plus du couple login mot de passe, on va vérifier donc d'autres éléments. Donc approbation de la demande, ADN du téléphone et l'élément qui va permettre de déverrouiller le téléphone, le device également. D'accord. Si on est sur de l'authentification avec Hotpoint en mode token, qu'on n'utilise pas l'application mobile, d'accord, on va être sur de l'authentification de facteurs, dans le sens où il y aura le couple login mot de passe qui sera utilisé et le one-time password de l'utilisateur à saisir pour accéder aux ressources. Okay. Derrière, alors j'anticipe un peu sur peut-être des questions que vous poseriez. Il y a certaines solutions qui proposent également de recevoir cet élément d'authentification supplémentaire par mail, par SMS ou dans un plugin sur le navigateur ou autre. Chez WatchGuard, on a pris le parti de ne pas proposer ces solutions-là, ou par appel téléphonique aussi. Donc on ne le propose pas et on ne le proposera pas dans la mesure où aujourd'hui, cloner une carte SIM, ça se fait relativement facilement. D'accord. À partir du moment où on clone une carte SIM, eh ben, on peut recevoir les appels de l'utilisateur, on peut recevoir ses SMS, d'accord. Et donc de l'authentification multifacteur pour laquelle on va valider donc le facteur supplémentaire en recevant un coup de fil ou un SMS, c'est faillible et donc ce n'est pas assez sécurisé, d'accord. Et c'est pour cette raison-là qu'on ne le propose pas au niveau de notre solution. Donc pour faire du MFA avec WatchGuard, on va dire le mode le plus sécurisé, c'est avec l'application sur le téléphone, d'accord. Et la partie moins sécurisée, mais qui répond malgré tout à certains cas d'usage, ça va être d'utiliser un petit token physique. Avec Hotpoint, on peut protéger plusieurs choses. Il faut savoir qu'au niveau du mode de licensing de la solution, on protège l'identité d'un utilisateur, d'accord. Donc, lorsque vous achetez, vous avez 10 users chez vous, vous achèterez 10 licences, d'accord.
Et à partir de là, vous pouvez protéger autant de ressources que vous le souhaitez, dans la mesure où elles sont compatibles avec Hotpoint, mais c'est pas le nombre de ressources qui fait le prix de la licence, d'accord? Donc, vous pouvez protéger les accès VPN, très important, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est le point d'entrée des hackers aujourd'hui dans une grande partie des cas. Vous pouvez également protéger tout ce qui va être accès à des ressources SaaS, donc du Office 365, du Salesforce, GoToMeeting typiquement. Quand je me suis logué tout à l'heure, j'ai dû valider mon MFA, Citrix, AWS, etc. D'accord. Et vous allez pouvoir gérer en fait protéger également l'ouverture de sessions sur les postes de travail, le remote desktop, le web remote desktop sur des serveurs par exemple, d'accord, et ainsi de suite. Ce qui va être pris en compte, ça va être des utilisateurs, donc des identités qui vont pouvoir être, c'est la petit carré qu'on a ici, local, d'accord, donc vous pouvez créer des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs dans la plateforme Hotpoint, qui est une plateforme cloud, d'accord. Et vous pouvez aussi gérer l'identité d'utilisateur issu d'un Active Directory ou autre. Donc voilà, il y a une petite synchro à faire entre l'AD et la plateforme. Et vous récupérez les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs que vous voudrez enrôler dans la partie MFA. Il y a aussi, alors j'en parle un peu plus en détail tout à l'heure, des notions de critères supplémentaires qu'on va pouvoir demander lorsqu'un utilisateur accède à une ressource. D'accord, je vous le détaille juste après, mais en fait, c'est des critères sur depuis où est-ce que provient la requête, à quelle heure, donc de la planification, etc., pour donner accès ou non à certaines ressources. Au niveau des cas d'usage et de manière un peu plus détaillée par rapport à ce que je disais tout à l'heure, donc on peut faire beaucoup de choses avec Hotpoint. Comme vous le voyez ici, si je suis sur la partie Remote Access pour les accès VPN typiquement, donc Hotpoint, c'est une solution développée par WatchGuard, mais on n'est pas WatchGuard centrique, d'accord? Donc vous pouvez protéger des accès VPN pour d'autres types d'équipements, donc du Cisco, du Fortinet, du SonyWall, du Checkpoint, etc. Okay, en gros, à partir du moment où la solution sur laquelle vous voulez rajouter la surcouche Hotpoint supporte du SAML, qui est un langage universel d'échange de données d'information, et du Radius, d'accord, on va pouvoir s'interfacer avec. Derrière, sur la partie ouverture de session, on peut sécuriser donc les ouvertures de session sur du Windows ou du macOS. On peut également le faire sur des machines Linux, mais il faut passer par un PAM, donc qui est un serveur qui va gérer les accès pour du Linux. PAM, je ne sais pas si c'est le bon terme, je recheckerai tout à l'heure, mais on peut le faire aussi. Donc le PAM après s'appuie sur du Radius, donc du 802.1x. Donc comme je disais, à partir du moment où on peut s'interfacer comme ça, la solution pourra gérer les accès. Ensuite, application SaaS, alors je vous montrerai sur un portail qu'on utilise en interne. Et derrière, on est compatible aussi avec des outils de type CyberArk, BeyondTrust, etc. D'accord. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a énormément de guides d'intégration qui sont très détaillés. Donc typiquement, vous voulez faire du VPN sur du Firebox de WatchGuard, forcément, on le détaille, mais aussi bien sur du Forti ou autre, on a les guides qui détaillent étape par étape comment est-ce que vous pourrez interfacer les deux équipements. Sur la partie critères supplémentaires qu'on va pouvoir vérifier lorsqu'on crée une règle d'accès à une ressource, d'accord, il va y avoir, alors network location, ça va être d'où provient la demande. Typiquement sur l'ouverture de session, on peut imaginer dire quand l'utilisateur est au bureau, je lui demande pas de MFA. Alors je dis pas que c'est une bonne chose de faire ça, mais on peut le faire, d'accord. Et dès qu'il est hors du bureau, on va lui demander du MFA. Pour moi, il faut demander le MFA partout, qu'on soit au bureau ou pas. Ça, c'est mon côté un peu un peu psychorigide de la cybersécurité. On peut faire de la planification en temps, d'accord. Donc stratégies qui vont être basées sur des heures auxquelles on donne ou non et des jours auxquels on devrait donner ou non accès à certaines ressources. La partie géofencing, ça va être des stratégies basées sur le pays, d'accord, en fonction du pays d'où provient la demande, je vais pouvoir l'autoriser ou non. La géocinétique, ça va être de vérifier en gros que le déplacement, enfin, si on a deux requêtes en fait qui se font d'un point A et ensuite à un point B, c'est de vérifier que le déplacement soit physiquement possible, d'accord. Typiquement, même si je m'appelle Bip Bip, je peux pas être à Seattle à 9h05 et à 9h30 être à San Diego. C'est pas possible, vu la distance qui sépare les deux, même en avion il faut 2h30, donc en 25 minutes c'est pas possible. Donc la solution va pouvoir calculer ça également, et du coup à partir de là, dire ok, c'est pas possible de faire une si grande distance en si peu de temps, donc je vais rejeter la demande d'authentification. Et la géocorrélation, ça va être également de checker, de vérifier que le device sur lequel on reçoit la notification push et le périphérique depuis lequel on accède à la ressource soit au même endroit, d'accord.
Donc en gros, typiquement, le téléphone sur lequel on reçoit le push est au Portugal, mais le PC se trouve en Russie. On va pouvoir ou non vérifier ce critère-là et du coup derrière donner accès ou non à la ressource. Mais enfin, donc ça c'est des choses qui sont déjà disponibles dans la solution. Et d'un point de vue micro roadmap, on va dire, on a également la possibilité, on va avoir bientôt dans une prochaine version, euh, la possibilité de prendre en compte en fait le risque lié au device qui cherche à se connecter ou qui reçoit la notification push. Typiquement, ça pourrait être de vérifier qu'un ordinateur et un antivirus qui soit à jour. D'accord. Et sur la partie device, ça va être de s'assurer que le device est bien protégé par un code PIN, d'accord, qu'il n'est pas jailbreaké ou routé, qu'il y a une version minimum d'OS, par exemple, si on veut aller un peu plus loin sur les critères restrictifs qu'on va mettre en place. D'accord. Donc tout ça, c'est des éléments qu'on va prendre en compte quand on crée une règle que je vais vous montrer juste à maintenant, parce qu'on va partir sur la démo. Alors je ne vois pas le chat, je ne sais pas s'il y a des questions. Si jamais il y en a, tu me coupes, Christophe. Alors, effectivement, il y a deux questions. En fait, enfin, c'est en hors téléphone possible, type tonne physique. En fait, Monsieur Bayard, du coup, je comprends pas forcément entièrement la question, mais je crois qu'en gros, c'est une question sur le token. En fait, la question est tronquée. Le token, en fait, alors il y a deux choses. Soit effectivement, on utilise un téléphone. Alors nous, c'est ce qu'on recommande parce que ce que je disais, c'est que c'est le ce qui est le plus sécurisé. Mais après, on peut le faire aussi avec des tokens physiques. Alors les tokens, il faut qu'ils respectent. Il y a deux RFC, d'accord. Donc WatchGuard produit ses propres tokens physiques, mais on peut aussi utiliser des tokens d'éditeurs tiers. Je pourrais vous mettre les RFC dans le chat d'ici la fin de la présentation si vous le souhaitez. Alors, il semblerait que le chat soit désactivé. Du coup, je cherche sur la nouvelle interface GoToMeeting comment l'activer. Mais du coup, en tout cas, on reçoit au moins vos questions. Ou si vous voulez effectivement les passer par l'onglet questions, ça, on peut vous lire en tout cas. Alors je redémarre juste mes Ouais, VM. sur la nouvelle interface, je trouve pas comment réactiver le chat. Du coup, bon, voilà, on va procéder avec l'onglet de questions pour pas vous faire perdre du temps. Ouais, ça marche. Et moi, les questions, là, pour le coup, je les vois pas. Mais donc, je te laisse me les. Bah, ouais, je les suis simplement. Je voulais pas te couper. Ça roule. Donc là, je suis sur WatchGuard Cloud, d'accord, qui est la plateforme qui permet d'administrer la solution Hotpoint et d'autres solutions qu'on vend chez WatchGuard également. Euh, Par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure, hop là, lorsqu'on crée en fait des politiques d'accès, enfin on est un peu comme sur un firewall, d'accord. Donc je vais créer une règle pour laquelle je vais autoriser l'accès à un groupe d'utilisateurs, d'accord, et on va autoriser cet accès à certaines ressources avec des policy objects. Ces policy objects, donc ça va être dont je vous parlais tout à l'heure, la géolocalisation, le fait que le déplacement soit physiquement réalisable, la planification, etc. Et pour accéder à cette ressource, on va autoriser pour les utilisateurs certains types d'authentification, donc du push, du one-time password, du mot de passe, ou alors du QR code. Je reviens sur ça un petit peu Du plus coup, dans le je te détail. coupe juste une seconde. En Ouais, fait, on a eu une intervention d'un des participants qui explique en fait que dans une industrie, dans des ateliers, dans des dépôts, là où bah, c'est compliqué d'avoir un téléphone mobile, on peut effectivement avoir un token physique. En fait, il ouais, soulignait en fait l'utilité du token physique que tu proposais et qui fonctionne effectivement hors connexion sans avoir besoin d'un smartphone, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, notamment carrément. dans des univers un petit peu particuliers en fait, Ouais, comme carrément. Ça, comme les c'est qu'il y a, usines, comme tout. ouais, il y a des cas d'usage effectivement où le token physique on peut pas s'en passer et donc il faut pouvoir le proposer quoi effectivement. On va dire J'ai sur relayé dans du le chat en espérant que du coup tout le monde le voit, du coup la préconisation de Monsieur Hérault. hop, ok, alors j'ouvre ça, j'espère juste que je vais avoir du réseau sur ma VM, ce qui était le cas hier soir, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Alors hop, ah toujours pas. Euh, c'est embêtant.
Bon, je vais pouvoir vous le montrer, mais ça sera en mode offline. Du coup, c'est un peu. Je vais le laisser prendre le temps de démarrer quand même. Hop. Alors, je reviens sur mon interface d'administration. Mes utilisateurs, en fait, et sur la mise en place de la solution, d'accord, on va définir une identité externe dans mon cas. Donc, j'ai mon Active Directory, alors comme je disais, qui n'a pas de réseau à l'instant T. Mais j'ai mon Active Directory que j'ai déclaré, d'accord. Pour créer le lien entre votre environnement et la plateforme Hotpoint, on va définir donc une gateway, d'accord. Donc on installe un agent qui va pouvoir aller requêter l'Active Directory donc sur les users et les groupes et qui va remonter ces informations-là à la plateforme Hotpoint, d'accord. Donc là, elle n'est pas connectée encore une fois parce que mon AD n'a pas de réseau. Euh, Derrière, on va pouvoir synchroniser des groupes d'utilisateurs des utilisateurs déjà, d'accord. Donc ici, j'ai des utilisateurs qui sont issus de mon LDAP, et ici, j'ai un utilisateur que j'ai créé et qui est un utilisateur donc propre à la plateforme Hotpoint. Ensuite, on va définir, ici, donc, ce sont les policy objects, d'accord. Donc, faire de la géocinétique, d'accord, GeoFence, Network Location ou Time Schedule. Alors moi, mon PC venant du siège de WatchGuard qui est à Seattle, il est en anglais, j'ai un magnifique clavier QWERTY, etc. Donc, l'interface d'administration est en anglais parce que mon OS est en anglais, d'accord. Si vous avez un OS en français, vous aurez toutes ces informations-là qui apparaîtront en français. On retrouve ici les groupes d'utilisateurs. Donc, j'ai ce groupe-là qui est issu de ma synchro LDAP. D'accord. Ça, ce sont des groupes que j'ai créés sur Hotpoint. Et ici, on va définir donc des ressources auxquelles on va donner accès justement aux utilisateurs. Donc, ici, c'est mon Firebox virtuel pour la partie VPN. Ici, c'est la partie logonable, donc ouverture de session pour les utilisateurs. Ça, c'est bon, un autre firewall pour du test, etc. Et ensuite, on va définir donc des règles d'accès aux ressources pour tels utilisateurs de telle manière et en fonction de tels critères. Donc ici, je suis sur, j'ai mon AD, j'ai mon... Alors, il faudra que je teste le VPN du coup. Mais là, je suis sur la session d'un utilisateur. Même si je n'ai pas de réseau, ça me permet de vous montrer, d'accord, parce que là, j'ai un souci, je vais avoir un conflit de carte réseau sur mon PC, donc je ne vais pas me pencher dessus maintenant. Mais même si l'utilisateur n'a pas de réseau, d'accord, il va pouvoir tout de même accéder à son bureau, j'ai envie de dire heureusement. C'est juste qu'au niveau de la démo, je pourrais vous en montrer un petit peu moins que ce que je voulais, mais vous aurez au moins l'essentiel. Hop là. Donc je rentre mon mot de passe, d'accord. Derrière, si j'avais du réseau, j'aurais reçu, pu envoyer une notification push que je reçois sur mon téléphone. Donc ici j'ai un partage d'écran de mon téléphone. Je vais mettre ça un peu plus petit. Hop. Donc à droite, c'est ton téléphone, hein, c'est ça? Ouais, la petite fenêtre ici, là, c'est mon D'accord. téléphone qui est là. Donc c'est l'application Hotpoint que j'ai, d'accord. Donc je suis sur mon téléphone, j'ai Hotpoint ici. J'ai accès à mes tokens. Alors ça me permet de rajouter que ici en fait, ce sont des tokens qui sont soumis à licence, donc pour lesquels je peux recevoir des notifications push, etc., etc. Et en dessous, on peut aussi synchroniser des tokens perso. Donc typiquement, moi j'ai mon accès PayPal, Google, Amazon, Yahoo, etc. D'accord. En fait, ça remplace mon Google Authenticator. Donc on peut faire les deux usages sur l'outil. Ici, donc, c'est le token qui est lié à l'utilisateur avec lequel je cherche à m'authentifier là. Comme je n'ai pas de réseau là, même si j'envoie le push, je vais avoir un message d'erreur. Alors, c'est un peu frustrant parce que je peux pas vous montrer le push, mais je vous montrerai sur un accès à une ressource interne. Après, c'est pas trop problématique. Mais donc, on est typiquement dans le cas que j'aurais montré après où l'utilisateur n'a pas de réseau. D'accord. Si l'utilisateur n'a pas de réseau, il n'y a pas de souci. On va pouvoir soit faire une authentification avec le one-time password, auquel cas je vais récupérer le code qui s'affiche ici et qui change toutes les 30 secondes. D'accord, je vais le saisir et je vais pouvoir accéder à la session. Donc là, on est sur du J'ai compris time-based que tu as fait authentic. exprès de pas avoir de réseau. Ouais, presque, presque. Mais non, mais ça en fait, j'aurais aimé montrer plus de choses. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Parce que j'avais préparé tout mon petit scénario hier soir, mais bref, les aléas du direct et de la démo. Du coup, là, on est sur du time-based authentication, d'accord, parce que le code PIN qui est ici change de manière cyclique. Okay. C'est le fait que le téléphone soit synchronisé avec la plateforme Hotpoint qui permet de faire en sorte que le code PIN sera le seul à pouvoir valider l'identité de l'utilisateur qui cherche à s'authentifier. D'accord. Ce qu'on peut faire également,
c'est du QR code. Pour faire le QR code, ici, on est sur de l'Event-Based Authentication, dans le sens où mon téléphone étant lié au compte de l'utilisateur, d'accord, je vais cliquer sur le petit bouton qui est ici. Hop là. Alors, j'espère que je ne vais pas vous donner la nausée. Je vais aller scanner le QR code. Et le fait de scanner le QR code, ça va me générer un code PIN, d'accord, qui va me permettre d'accéder à ma session. Hop, 571. Là, en fait, c'est le moyen le plus sécurisé, on va dire. D'accord. Parce que le time-base, on peut, si un hacker réussit à craquer enfin, la clé de chiffrement du mot de passe et la séquence de changement, bon, faut y aller pour le faire, hein, mais c'est quelque chose qui est faillible. Sur de l'event-based, en Ça a fait, été encore le une cas fois, très récemment sur un concours de hackers, notamment chez Epic Games, si je dis eh pas de ben, bêtises, mais à vérifier, information à vérifier, ouais, mais ça, où justement ils ont craqué le Timebase. ouais, c'est ça, exactement. Donc ça se fait. Alors faut être velu en hacking, etc. Mais c'est quelque chose qui se fait en fait. Sur de l'event-based, et c'est pour ça qu'on l'a mis en place, le fait qu'il faille scanner le QR code, qu'il n'y ait que le device qui est rattaché au compte de l'utilisateur qui soit capable d'interpréter le QR code et de générer le code PIN qui est lié au QR code, d'accord? Ça fait que c'est un niveau de sécurité encore plus élevé. C'est ce que nous on recommande de mettre en place. Et ensuite, il y a autre scénario. Hop là, donc là, je suis sur ma machine. Alors, ce que je vais essayer, je tente quand même de vous montrer sur un accès VPN parce que je vais changer de réseau et que normalement, ça doit être juste mon réseau interne à VMware qui ne fonctionne pas correctement. Okay. Du coup, Une je vous mets seconde. pendant ce temps-là la vidéo pour Epic Games dans le Ah, chat ben, très bien, bah, ça m'intéresse aussi. pour le Euh, Timebase qui a été hacké. donc là, je vais lancer mon client VPN, donc c'est de l'OpenVPN, je le fais sur du VPN SSL, on peut le faire sur de l'IPsec si on le souhaite également. Alors, est-ce qu'il veut bien se lancer? Hop là. Donc c'est toujours mon utilisateur Bruce, d'accord, qui va s'authentifier. Je vais rentrer son mot de passe. Ah, très bien. Donc je reçois le challenge pour la partie push. Donc soit je fais P, et auquel cas, ça me permettra de vous le montrer. Hop là. Je vais recevoir sur mon téléphone le push, d'accord? Donc c'est Bruce qui cherche à accéder à un Firebox. Donc c'est le nom de mon Firebox, c'est Miniv, c'est comme ça que je l'ai appelé, d'accord? Donc pour un accès VPN, je vais approuver la demande, d'accord? Et l'utilisateur va pouvoir se connecter. Donc là j'ai OpenVPN qui va finir le, euh, le la session d'authentification, etc. D'accord? Et je suis connecté du coup avec une sécurisation qui a été faite par mon MFA. D'accord? Donc là, j'ai rentré un P dans la petite fenêtre qui me demandait le push. Si j'avais rentré directement le code PIN qui est ici, d'accord, je me serais authentifié directement sans recevoir de push sur le téléphone. Ça, c'est lié au fait que pour mon accès à ma ressource VPN, en fait, j'ai autorisé et du one-time password et du push. D'accord? Si j'avais autorisé que du push, je n'aurais pu rentrer que P et j'aurais pu m'authentifier qu'avec le push. Si j'avais rentré que l'OTP, j'aurais eu à rentrer que le one-time password et c'est le Et seul du coup, moyen. peu importe ce que tu rentrais, ou est-ce que c'était que P en fait que tu pouvais mettre, ou est-ce Ouais, que c'était peu importe il ce que faut tu taper mettais, P. Mais d'accord. alors je l'ai fait un peu vite, mais c'est spécifié en fait. Ils disent, hop, si je le disconnecte et que je le reconnecte, c'est déconnecté ou pas? Non, mais on te croit sur parole. Ça marche. Bon, après, s'il faut faire de toute façon une démo, parce que je vois, ouais, il y a le temps qui court un petit peu. Donc, Ouais. voilà pour le fonctionnement. Et ce qu'on peut faire aussi, parce qu'effectivement, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, ça ne devrait pas. Mais c'est si jamais l'utilisateur oublie son mot de passe, d'accord, on a également la possibilité de lui donner un accès pas son mot de passe, pardon, son token pour l'authentification multifacteur. En bas ici, il y a le forgot token, d'accord. Alors dans le fonctionnement, en fait, on va rentrer ce code PIN là sur l'interface d'admin. Je le fais rapidement et après, je voulais vous montrer une petite vidéo qui est assez intéressante. Donc sur Bruce,
forgot token. Je vais dire que pour 1 heure, je vais lui désactiver le MFA. Je vais rentrer le code PIN qui est ici, donc 218.150. Hop, d'accord. De là, ça génère un code 219.619 que je vais rentrer ici. Donc 60 minutes. Et 219.619. Ok, et donc il va pouvoir accéder à son poste. Et derrière, si je refais du VPN, etc., j'aurai plus de MFA demandé pendant 1 heure. D'accord. Donc on fait un trou dans la raquette, mais il y a un moyen de contourner le fait que l'utilisateur oublie son token, etc. D'accord, ou son outil d'authentification supplémentaire. Je regarde. Ah, il reste 15 minutes. Est-ce que je peux montrer juste une petite vidéo Bien sûr. et je te repasse la main après. Donc pour la partie démo, comme je vous disais, s'il y a des questions ou qu'on vous voulez une démo un peu plus poussée par la suite, il y a pas de souci. C'était pour vous montrer le fonctionnement qui est relativement simple. Euh, mais il y a quelque chose qui est très important, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure là sur le fait que tu as un one-time password qui a été hacké dans un concours. C'est que quelle que soit la solution de sécurité, d'accord, c'est pas, aucune solution n'est fiable à 100%. Aujourd'hui, en fait, les hackers arrivent à contourner justement les solutions de MFA. Et ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure, c'est que la sensibilisation des utilisateurs est un point très important déjà, et que la deuxième chose, en fait, c'est que si on veut faire la sécurité correctement, il faut empiler plusieurs couches, d'accord, et plusieurs types de solutions pour avoir au final une posture de sécurité qui va être cohérente. Ce que je vais vous montrer là rapidement, c'est justement une démo de Evil Proxy, en fait, qui est un outil. Alors, hop, je l'ai lancé sur votre écran. Hop là. C'est un outil en fait qui permet de faire de la proxification d'accès à des sites web, mais en faisant ça, en fait, c'est hyper bien fichu et vous allez le voir là. C'est que le hacker arrive à récupérer le jeton d'authentification pour accéder à une ressource, tout en jouant la partie MFA, etc., etc. Donc là, en fait, le hacker est sur la machine qui fait tourner la solution Evil Proxy. D'accord. Donc il va rentrer un certain nombre de paramètres en fait pour récupérer l'URL qui va lui servir à sa campagne de phishing. D'accord. Donc on voit ici qu'ils ont activé quelque chose, un plugin pour la partie Microsoft 365. On voit que le domaine qui est enregistré, c'est Microsoft 365. Donc là typiquement un utilisateur qui reçoit ça, qui est pas vigilant, il peut cliquer. Donc c'est voilà. D'accord. Donc il va utiliser en fait ce domaine-là dans une campagne de phishing, et puis après vous allez voir le déroulé que je vais vous expliquer un petit peu. Donc là, il crée en fait la fausse campagne de phishing, d'accord. Il va récupérer l'URL, d'accord, qui a été généré par la solution pour créer le faux site de Office 365 au final. Et il va utiliser cette URL là depuis notre machine pour envoyer un mail de phishing, d'accord. Donc il choisit un utilisateur, donc victim@wgtl.io, ok, et il met dans son mail de phishing l'URL qui va renvoyer vers sa machine Evil Proxy. Derrière, l'utilisateur va recevoir un mail, d'accord. Vu que c'est un utilisateur qui n'est pas aguerri, il va cliquer dessus, d'accord. Donc activité suspecte détectée sur votre compte, qu'est-ce qui se passe? Donc please login. Ok, très bien. Et tout ça, comme vous le voyez, en fait, c'est la plateforme Evil Proxy qui génère le corps du mail avec la syntaxe, etc., etc. À aucun moment le hacker n'a mis les mains dans du vrai code de développement de page web, de mail ou autre, d'accord. C'est la plateforme qui est livrée en mode packagé et qui permet de faire ça. Donc il va cliquer. On voit qu'il arrive sur le domaine donc login.microsoft365.com. Mais derrière, en fait, comme la solution fait du proxy, ça renvoie, en fait, ça encapsule la fenêtre de Microsoft réellement dans le site qui est corrompu. Ce qui fait que l'utilisateur va rentrer son login, son mot de passe pour accéder à son environnement Office 365. Il va bien avoir comme demande de valider la notification, d'accord, le MFA, pardon, donc là c'est le Microsoft Authenticator. Il va approuver la demande, parce que pour lui il est sur le bon site, donc il n'y a aucun souci. Derrière, le
site, en fait, le renvoie effectivement, même s'il est toujours sur Outlook ou Microsoft 365, d'accord, le site le renvoie bien à son environnement Office 365 Outlook. Mais derrière, le hacker, en fait, va retourner sur sa machine Evil Proxy. Il récupère, donc, c'est là que ça devient un petit peu dramatique. Donc, il a le mot de passe qu'a saisi l'utilisateur, d'accord? Et il a surtout le jeton d'authentification, d'accord, qui sert à valider l'identité de l'utilisateur auprès du site. Et ce jeton d'authentification, il va tout bêtement le copier, le coller dans un éditeur de cookies sur Google Chrome. Et il va pouvoir accéder à la session Outlook de l'utilisateur. Et ça se fait, comme vous voyez, plutôt facilement. Donc on va coller ici le cookie, je l'importe, je valide, je rafraîchis ma page outlooklive.com. Pour le coup, là, on n'est pas sur Microsoft, on est vraiment sur le site d'Outlook et il accède au mail de l'utilisateur. D'accord. Donc ça, c'est des éléments que mettent en place aujourd'hui les hackers pour contourner les solutions de MFA, etc. Et ça, aujourd'hui, alors la question qui viendra après, c'est peut-être, mais comment est-ce que je fais pour m'en prémunir? Pour se prémunir de ça, c'est peut-être un équipement qui fait de l'anti-phishing, enfin anti-spam et autres, du filtrage d'URL correctement configuré sur le firewall, la sensibilisation pardon, des utilisateurs qui est hyper importante, parce qu'encore une fois, même si on met du MFA, enfin c'est le jeu du chat et de la souris, hein, les hackers vont toujours chercher des moyens pour contourner, et on a vu sur, c'était l'attaque de Uber, je crois, je sais plus dont je parlais, où aussi les hackers utilisent des notions, enfin des mécanismes qu'on appelle MFA fatigue ou MFA bombing. En gros, ils vont chercher à s'authentifier à une ressource énormément de fois en très peu de temps, ce qui fait que l'utilisateur sur son téléphone va recevoir 50 demandes d'acceptation ou de refus. Et le hacker compte sur le moment où l'utilisateur va misclick au lieu de cliquer sur deny, j'ai fait approve et oh mince, du coup, lui donner l'accès. Ou alors, il va en avoir marre, l'utilisateur, s'il n'est pas bien sensibilisé et il va accepter la demande d'authentification. D'accord? Pour pallier à ça, pour le coup, la partie MFA bombing, dans la solution Hotpoint, on a la possibilité, quand on reçoit deux notifications d'authentification à des intervalles de temps assez courts, on peut mettre la partie push en veille pour l'accès à telle ressource. D'accord? Donc, en gros, on va désactiver les push pour la ressource et ça permet que l'utilisateur ne soit pas floudé de demandes et qu'il fasse une bêtise en donnant un accès alors qu'il n'aurait pas voulu le faire. Donc, voilà pour ma partie. Je te repasse la main. Hop là. Je te laisse faire. Bon, je peux C'est la bon. reprendre en fait. Vas-y, je te laisse. C'est toi le patron. Ok, il va falloir juste que tu coupes, je crois, enfin, que tu repasses en casque, parce que je crois que je m'entends dans le système. Donc là, est-ce que vous revoyez du coup le PowerPoint? Alexandre, tu peux juste me confirmer? Ok, c'est bon, je te vois. Du coup, en fait, WatchGuard, donc merci déjà Alexandre hein, pour ton intervention. Donc WatchGuard est un des partenaires, un des gros partenaires de sécurité qu'on a chez IDline. Et puis l'idée en fait, c'était juste de terminer cet échange par quelques aspects justement de ce partenariat en fait sur comment on fonctionne. Juste déjà dans les grandes lignes, peut-être au moins vous représenter ce qu'on est. Hein. Donc en gros, ça fait à peu près maintenant 30 ans parce que ça va bientôt faire 40 ans même qu'on existe. On génère à peu près 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est à peu près 242 bonhommes et bonnes femmes, 242 collaborateurs, dont une très grosse majorité qui sont des profils techniques. La filiale en fait de notre groupe qui travaille avec WatchGuard est principalement en fait la filiale IDline qui propose de la cybersécurité infogérée. Et dans ce cadre-là, du coup, hop, si je descends ici, IDline en fait bénéficie de certaines certifications, notamment la certification expert cyber et puis Information Security Management, qui est en fait la certification ISO 27001 et qui est une certification qui garantit que nos équipes sont à la fois ont le pédigré nécessaire pour travailler sur de la cybersécurité et en même temps passent certaines certifications, notamment des fois on en passe hein, chez toi Alexandre, des certifications sur le matériel WatchGuard parce que c'est bien d'avoir des bons pédigrés, mais si en plus de ça, les collègues connaissent vraiment en profondeur le matériel qu'ils manipulent, c'est bien mieux, ça évite qu'on lève des trous dans la raquette, qu'on oublie des choses. Du coup, ici, en fait, vous avez la filiale ID-Line et vous pouvez voir qu'en fait, on a 2100, donc c'est en fait le petit chiffre qui est en bas ici, là. Je sais pas si vous le voyez.
Donc on a 2100 firewall infogérés. Sur ces 2100, il y en a une très grosse partie qui est du WatchGuard, hein. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait en fait sur les WatchGuard? En fait, on propose la solution de cette manière-là. Donc on déploie un boîtier. Ce boîtier va nous aider à gérer à la fois la cybersécurité de nos clients, hein, du coup, partie à la fois antivirus, anti-malware, anti-ransomware, sur lequel on revient un tout petit peu plus loin. Les outils de gestion de bande passante, vous aviez du coup l'outil de Dimension qui a un peu évolué ces derniers temps et qui permettent d'avoir une véritable visualisation de la bande passante. Pareil, je vais le montrer juste après. Et puis un aspect mise en conformité avec la loi française et européenne, puisque du coup en fait ce système-là permet d'archiver les logs de connexion. Ces logs de connexion sont directement remontés sur nos data centers qui se trouvent en fait dans le Grand Aquitaine, hein, précisément à Angoulême. Et du coup, donc ça respecte la loi française dans le sens où on vous archive vos logs pendant 12 mois et en même temps, on les anonymise pour respecter le règlement général de la protection des données, qui est un règlement cette fois-ci non pas français mais européen. Tout ça est supervisé par du coup nos équipes. Et en fait, j'ai envie de revenir sur un point que tu as évoqué tout à l'heure, Alexandre, sur Fortinet. Fortinet, tu as cité du coup une faille qui a eu lieu en 2021. J'en ai une beaucoup plus récente, hein, qui était en 2022, fin 2022. Fortinet fait aussi partie de nos partenaires. Et en fait, sur cette faille, on avait un niveau de criticité de 9,6 sur 10. Donc, c'est une faille qui est extrêmement critique puisqu'en fait, il s'agissait d'une faille qui permettait à une personne non authentifiée, donc en fait Monsieur Tout le Monde, de dropper une clé SSH sur du coup FortiOS, FortiSwitch et FortiManager. Donc en gros, qui dit clé SSH pour les personnes qui ont un petit peu de bagou informatique derrière savent qu'en gros c'est le Graal, hein, c'est une clé qui nous permet de faire absolument ce qu'on veut après sur l'équipement. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que premièrement, il faut rester humble hein, sur la partie cybersécurité. Mais deuxièmement, en fait, ce qui va faire vraiment aussi la différence quand vous choisissez une solution technologique, hein, parce que WatchGuard, ça vous arrivera aussi d'avoir des failles, hein, il faut être bienveillant et informer nos clients. Ce qui peut faire la différence, c'est l'intégrateur que vous choisissez qui va avoir ou non un niveau de réactivité suffisant pour patcher en fait les failles dès lors qu'elles arrivent. En l'occurrence, quand ça nous est arrivé sur Fortinet, ça arrivera sur toutes les marques de firewall, hein, peu importe, WatchGuard, Fortinet, SonicWall et tout ça. Alexandre, si tu veux parler, au fait, ton micro est éteint, hein. Mais bon, je te vois hocher la tête. En fait, c'est vraiment la réactivité de votre intégrateur ou de vos équipes DSI qui vont vraiment faire la différence, puisque par exemple, dans le cadre de la faille sur Fortinet en octobre ou novembre 2022, cette faille avait la particularité d'avoir déjà été massivement exploitée. Et du coup, il fallait pas simplement patcher, c'est-à-dire il s'agissait pas juste de mettre à jour en fait les systèmes sur le système Fortinet. Il fallait en plus s'assurer que la faille n'ait pas déjà été exploitée. Et tout ça, ça demande des ressources techniques et ça demande un niveau de réactivité qui est lié à des moyens hein, qui sont mis en œuvre pour ça, à des RH, des moyens humains, mais aussi des moyens organisationnels qui nous permettent de détecter en fait les failles dès leur édition, dès leur dès leur publication plutôt, et de comprendre comment les gérer. Du coup, je reviens aussi sur un petit sujet que tu as évoqué, Alexandre. Tu as parlé des assurances cyber, et notamment en fait dans le cadre du MFA. Donc effectivement, on a rencontré nous-mêmes AXA, hein, la cellule cyber d'AXA, qui est très intéressante à rencontrer, puisque du coup en fait les assurances, elles sont de l'autre côté en fait une fois que les entreprises se sont fait attaquer en fait et que ça a été très grave. Donc en fait, elles ont tous les retours d'expérience, les retours d'enquête, les retours en fait fournis par la police judiciaire. D'ailleurs, on anime de temps en temps aussi des webinaires avec la police judiciaire de Bordeaux ou avec l'ANSSI, hein. Et effectivement, en fait, ces assurances, pour vous assurer d'un point de vue cyber, vous font payer évidemment une prime. Mais avant même de savoir si votre prime va grossir ou diminuer, c'est simple en fait. AXA était assez strict sur un questionnaire qu'ils fournissaient à leurs clients ou à leurs futurs clients. Et en fait, s'ils ne respectaient pas simplement certaines des briques du questionnaire, notamment par exemple, ça pouvait être de la sauvegarde externalisée ou des briques par exemple comme le MFA, ils refusaient carrément en fait d'assurer. Pourquoi est-ce qu'ils assuraient? C'est parce qu'en fait, la personne qu'on a reçue de chez eux nous disait que ils considèrent que sur un sinistre, par exemple incendie, il y a une probabilité, on va dire, je sais pas, de quelques pourcents.
sur une durée suffisamment longue. Sur la partie cyber, la probabilité est estimée à 100%. C'est-à-dire qu'ils considèrent que 100% des entreprises vont, sur une échelle de temps suffisamment longue, qui compte en quelques 1 an, 2 ans, 3 ans, se faire attaquer. Et qu'en fait, c'est la capacité de l'entreprise à réagir et du coup tout ce qui est déployé derrière qui permet en fait ou non d'assurer en gros une limitation de la casse au sein de l'entreprise. Donc après ces derniers messages passés, ce que je vous propose, c'est juste de voir en fait simplement au sein du WatchGuard, enfin des systèmes WatchGuard qu'on déploie, juste deux aspects, celui de l'APT blocker, hein, de l'Advanced Persistent Threat Blocker, qui est un élément en fait de protection du réseau qui vient renforcer en fait la lutte contre du coup ce dont tu as parlé tout à l'heure, les ransomware notamment, les demandes de rançon en Bitcoin. Donc là en fait au sein du WatchGuard, il y a un système en fait qui permet de générer en fait une espèce de sandbox, hein. C'est comme si on générait une machine virtuelle en amont de votre réseau. Dans cette sandbox, en fait, on émule le flux qui passe, hein. Pourquoi est-ce qu'on émule le flux? C'est qu'en fait, l'idée, c'est pas de juste regarder s'il y a quelque chose qui arrive et qui se déploie sur la machine virtuelle qui sert de sacrifice, mais c'est en fait d'aller d'aller stimuler en fait le comportement de ce qui arrive, hein, pour voir en gros si par exemple il y a un compte à rebours à l'intérieur, c'est un système de chiffrage et tout ça. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, le nombre de signatures virales est extrêmement élevé, hein. On se parle de plus de 2 millions de signatures virales par jour. Ce qui veut dire qu'en fait, les virus ne sont simplement les tout nouveaux virus, les plus dangereux, ne sont simplement pas référencés dans des bases virales et ne peuvent pas être interceptés par de l'antivirus classique. Donc ce système-là, permet d'avoir une sorte de machine écran entre votre réseau et puis les postes. Mais en fait, on a pu remarquer en 2017, avec l'arrivée de WannaCry, qui était un virus, ou plutôt un ransomware de nouvelle génération, avec des gens qui étaient un petit peu plus renseignés derrière, parce que le code n'était pas forcément ultra sophistiqué, mais c'est plutôt en fait le niveau de renseignement qu'avaient ces personnes-là. On s'est rendu compte qu'en fait l'analyse comportementale ne suffisait plus, puisque du coup les pirates étaient renseignés sur le fonctionnement des machines, notamment chez Sophos, hein, et était capable de prédire en gros les tests d'analyse comportementale qui allaient être émises par la sandbox. Et du coup, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient développé en fait WannaCry, qui était un système qui requêtait sur un nom de domaine pour voir en gros s'il était dans une sandbox. Donc la sandbox lui répondait, OK, voilà, le nom de domaine a répondu, qu'est-ce que tu fais maintenant? Donc il envoyait un code 200, hein, si je me rappelle bien en web, ça fait longtemps que j'ai plus retouché au développement web, code 200 théoriquement. Et puis, du coup, en fait, le ransomware savait que que le nom de domaine avait répondu, donc c'était pas normal parce que lui, en fait, il attendait une réponse négative. Et en l'occurrence, en fait, il avait un nom de domaine, en fait, sur lequel il requêtait, qui était un truc comme genre blablabla.com. Et du coup, quand il sortait de la sandbox, il arrivait en dehors de cet univers, il requêtait à nouveau sur, du coup, ce nom de domaine et en fait, le nom de domaine, cette fois-ci, renvoyait, en fait, une erreur, qui devait être un truc type 404 ou erreur 500 ou je sais plus exactement laquelle. Et là, il savait qu'il était en dehors de la sandbox. C'est pour ça que du coup, des systèmes de machine learning, d'intelligence artificielle ont été ajoutés, en fait, dans les systèmes d'analyse comportementale, pour en fait pallier simplement au fait que du coup moi-même je suis développeur, hein. Je ne pourrais pas penser en fait à toutes les formes que pourrait prendre un virus, à tous les comportements que pourrait prendre un virus. Et du coup l'intelligence artificielle va venir pallier en fait à cette faiblesse finalement de l'humain, hein, du développeur, puisque au lieu de penser des règles en fait d'analyse, en fait, le système va se comporter avec des systèmes probabilistiques basés sur des réseaux de neurones artificiels et qui vont être capables de détecter en fait des flux malveillants ou des comportements malveillants au sein d'un logiciel. Donc avec ce type de système, nous on en exploite nous-mêmes, hein, sur nos data centers pour protéger nos clients et bien sûr on n'exploite pas que ça, hein, puisque du coup c'est possible de détourner ce genre de système. C'est simple, hein, vous avez un firewall qui est chez vous dans votre entreprise, mais en fait, vous avez des gens qui vont télétravailler, hein, qui vont travailler de chez eux. Ces gens-là, en fait, à ce moment-là, ils sont plus derrière le firewall. Donc concrètement, on peut pas effectivement, je rejoins en fait ce que disait Alexandre tout à l'heure. La cybersécurité, c'est un empilement de systèmes qui vont permettre de vous protéger. Il faut de la cybersécurité au niveau du réseau, il faut de la cybersécurité au niveau des postes. Nous, on exploite des technologies EDR, par exemple, PPEDR. Il faut de la cybersécurité au niveau des mots de passe. C'est ce que vient par exemple de vous présenter Alexandre. Et j'ajouterais sur la partie MFA d'ailleurs que il est
vraiment important quand vous mettez en place du MFA, si vous le mettez par exemple sur la session Windows, d'ajouter en fait une couche de chiffrage BitLocker sur vos partitions. Puisque, admettons par exemple que moi, je vais dans ma voiture, j'ai mon PC et puis bah là, je prends un pistolet sur la tempe et on me vole ma sacoche, ou même on me vole ma sacoche dans la rue ou je l'oublie quelque part. Bah, si la personne a suffisamment de compétences en informatique, et vraiment là, on se parle de petites compétences, c'est vraiment assez simple, sans mon code de session Windows, il va être capable en fait d'ouvrir bah, les partitions, de lire en fait les partitions si elles sont pas chiffrées. Donc le MFA, surtout quand on le plug sur une session Windows, c'est pas mal de le coupler avec du BitLocker qui en plus est totalement gratuit, hein. C'est un outil de Windows qui est intégré directement dans Windows et que vous pouvez même en tant que direction informatique pousser au travers de l'Active Directory. Donc voilà pour ce point-là. Et puis le dernier point que j'avais envie d'apporter sur WatchGuard en complément en fait des informations qui ont été définies, c'est bah, j'aime bien en fait montrer cet aspect-là en fait qui est l'aspect de gestion de bande passante qui est fourni notamment bah, sur les, les systèmes qu'on propose hein, sur vos boîtiers WatchGuard, hein, Alexandre. C'est le système en fait qui avant s'appelait Dimension et puis je crois que ça a changé, que ça s'appelle maintenant WatchGuard Cloud, ou des choses comme ça, et Il y a qui permet en fait Visibility. Visibility, merci. Désolé, on manipule pas mal d'outils industriels, hein, donc, et du coup, en fait, ce système-là va permettre, par exemple, ici, de voir en fait graphiquement une bande passante. Donc là, on voit l'utilisation d'une bande passante avec AM, qui est en fait une personne qui est référencée sur l'Active Directory bah, de l'entreprise, Seed ici, et puis en fait, on va voir que là, AM consomme la moitié de la bande passante. Et tout ce système va permettre ici, en fait, d'appliquer des filtres. Donc là, en fait, on filtre par destination, c'est-à-dire enfin par source plutôt, par qui a consommé quoi et compagnie. On peut cliquer sur filtrer, on pourra voir tout ce qui se passe en fait derrière, c'est-à-dire quels sont les usages de AM, voilà, sur une période donnée qui est définie bah, par la personne qui analyse, hein. Ça peut être en temps réel en se plaçant 5 minutes avant, comme sur par exemple 3 mois pour aller identifier bah, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a des ralentissements et tout ça. Et puis après, on peut filtrer par destination, donc où va le trafic, par application, est-ce que ça va sur YouTube, est-ce que ça va sur Dropbox et tout ça. Et ensuite, appliquer des règles qui vont être très précises. On va pouvoir mettre des règles, par exemple des filtrages, où on va définir que, par exemple, la direction à open bar, mais en fait, par exemple, le groupe de stagiaires, ils vont avoir le droit à accéder à Facebook, Instagram, TikTok, éventuellement, voilà, malgré les polémiques actuelles, que entre midi et deux. On va être capable de faire des groupes d'utilisateurs qui vont avoir des restrictions qui peuvent même s'appliquer en fait sur des périodes de temps, heu, et ainsi de suite. On va aussi se servir de systèmes pour aller faire de la QoS avancée, par exemple pour privilégier des flux, RDF, TSE, Citrix ou des flux par exemple de téléphonie pour les faire passer avant les usages, YouTube, TikTok et compagnie. Hem Voilà pour ça. Du coup, le token en fait qu'évoquait tout à l'heure mon collègue, enfin du coup bah, Alexandre, il ressemble à ça, hein, il est sur votre droite là, le petit outil rouge qui fonctionne donc totalement hors connexion, hein. Il n'y a pas besoin d'être connecté à Internet avec ce système-là. Donc effectivement, ça répond notamment à une personne qui nous a mis un chat tout à l'heure, enfin une question dans le chat. Donc effectivement, ça peut fonctionner même en périmètre, comment dire? Où, bah, les personnes ne peuvent pas avoir de téléphone parce que les téléphones passent pas, par exemple, parce que l'entrepôt fait cage de Faraday ou ce genre de choses. Et puis, bah, ça évite aussi d'avoir à sortir son smartphone, high-tech, dans un univers qui peut être éventuellement hostile à ce type d'appareil. Voilà. Écoutez, je vous remercie enfin, on vous remercie, je pense tous les 2, Alexandre, hein, pour, bah, votre intérêt pour ce webinaire. Vous avez ici mes coordonnées si besoin de me joindre à la suite de ce webinaire. Et puis, il y a une petite étude de satisfaction pour voilà, savoir en gros bah, si ça vaut le coup qu'on continue à faire ce genre d'intervention en compagnie de nos partenaires comme WatchGuard, euh, qu'on considère comme étant des partenaires de qualité. Est-ce, si vous avez des questions, je vois une question arriver. Alors attends, je vais essayer d'aller la lire. Hop. Alors, du coup, on a une question. Je présume que ce sont des restrictions à mettre dans une charte informatique gestion du flux Internet. Alors, tout à fait. C'est une très bonne remarque. Donc, en fait, là, on se parle surtout, en fait, par exemple, de l'analyse de bande passante et de la captation des logs. Effectivement, il faut qu'une charte informatique soit rédigée et que vous informiez vos collaborateurs dans le cadre notamment de RGPD. Et peut-être d'autres lois d'ailleurs. Donc là-dessus, on est aussi en mesure d'accompagner sur cet aspect-là pour enfin, pour vous aider en fait à rédiger des chartes informatiques qui soient conformes sur cet aspect-là.
Je serais incapable de vous en parler parce que c'est un univers qui est plutôt juridique et qui est réservé à certains de mes collègues qui sont spécialisés sur cette partie. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Du coup, ah bah il y en a une autre, je crois. Hop. Ah bah, c'était un merci. Bah, merci à vous pour cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je pense qu'on va clôturer hein, cette session et puis souhaiter bon appétit à tout le monde. Bon, je vois pas d'autres interrogations. Merci à tous et puis bah bon appétit. À bientôt. Ouais, bon appétit. Au revoir. Au revoir.